Oui, alors, c'est vrai que je suis réticent sur le concept de TND, mais pas trop d'hyperactivité avec déficit de l'attention, en fait. Euh, et il se trouve que ça a été ma spécialité clinique. J'ai vu ça. J'ai j'ai arrêté de consulter il y a un an. Et j'ai consulté pendant 30 ans à Robert Debré, où vous devez savoir que c'est un lieu historique où il y a beaucoup de prise en charge de troubles externalisés et d'hyperactivité. Puisqu'au début même, vous imaginez pas, au début de la prise en charge de ces patients, on ne pouvait se procurer du méthylphénidate qu'à la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, y compris si vous étiez à Marseille. Donc vous voyez un peu le changement colossal qu'il y a eu sociétal. Hein. C'est-à-dire que c'était un médicament d'ultra exception. D'ailleurs, on le ramenait de Belgique avant exactement. Oui. Exactement. Alors, on va voir que c'est un très beau sujet. C'est un très beau sujet qui ouvre plein de portes. Alors, je vais commencer par ce qu'on trouve dans la littérature et que vous avez, comme vous êtes des spécialistes maintenant de ce sujet, sur l'héritabilité. Donc, si on regarde dans la littérature, l'héritabilité de l'ADHD, moi c'est ça que je dis ça ou hyperactivité. On est autour de 75%, 70%, 80%, ce qui est colossal. Et puis les auteurs disent dans les papiers, je ne dis pas que c'est vrai, hein, je dis que c'est ce qu'on lit. Et les auteurs disent, il reste 20%, mais en fait, ça s'explique par l'exposition in utero, les virus, le tabac, etc., etc. Vous voyez. Donc, en gros, l'ADHD, c'est bio. Puisque s'il y a 80% de gènes et les 20% d'exposition environnementale, s'il y a des virus et des trucs comme ça, c'est tout, quoi. C'est une maladie biologique. Alors, c'est vrai que quand on le lit, on a l'impression que ça dit tout, quoi. Mais alors, après, pourquoi il y a un sexe ratio? Pourquoi il y a beaucoup plus de garçons que de filles alors que vous savez que génétiquement, il n'y a pas tellement de différence entre les filles et les garçons. Le chromosome Y, il n'y a quasiment rien de tout dessus. Alors on va dire, ah oui, mais alors les filles, c'est le déficit de l'attention, taratata. Ben oui, mais il y a une différence. Enfin, c'est juste évident. Si vous voyez des patients hyperactifs, enfin les filles et les garçons, c'est pas la même chose. Hein. Donc c'est déjà un premier truc étrange. Et puis alors, si vous regardez les prévalences dans le monde, en fonction des pays, ça varie du simple au décuple. Alors les pays où il y a le moins, on est autour de 1%, c'est l'Afrique subsaharienne. C'est assez homogène. Et les pays où il y a le plus, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine et les États-Unis, où on est autour de 8%. Donc ça varie du simple au décuple. Alors, si c'est que biologique, pourquoi ça varie du simple au décuple en fonction des pays? Alors là, les gens vont dire, c'est parce que les études sont pourries. Ce qui est un peu vrai. C'est que vous imaginez faire une étude sur l'hyperactivité dans l'Afrique subsaharienne, c'est compliqué, les questionnaires, enfin, d'avoir un échantillon représentatif, etc., etc. Donc il y a des problèmes de fiabilité des instruments, on y reviendra. D'accord, mais alors à ce moment-là, il faudrait quand même le dire que l'épidémiologie psychiatrique ne vaut pas grand-chose. Hein. Si on dit, quand on trouve des trucs et que ça va dans le sens de ce qu'on dit, on dit que c'est bon. Si on trouve des trucs où on dit, ah ben ça varie de 1 à 8, ah oui, mais ça compte pas parce que la méthodologie n'est pas bonne, alors vous voyez, c'est plus tellement scientifique. Hein. Bon. Mais là, il y a un papier très intéressant qui est sorti en 2023 dans la revue ECAP, la European Child and Adolescent Psychiatry. Et ça, vous voyez, c'est le très bon côté de la science. C'est à la fois des données, une espèce de génie méthodologique, d'idée de faire une étude, et puis un résultat, cliniquement, qui est extraordinaire. Alors, c'est des Norvégiens. Ils ont croisé deux données. Ils ont croisé d'abord les données de l'assurance maladie, enfin, parce que eux, ils ont les diagnostics dans leur base de données de l'assurance maladie. Nous, on n'a pas le diagnostic, on n'a que la consommation de médicaments.
Donc eux, ils ont, dans la population norvégienne, les enfants, donc c'est à l'âge de 8 ans, les enfants qui, à 8 ans, ont un diagnostic d'ADHD. Et puis, ils ont fait une grande étude, par ailleurs, où ils ont fait passer des questionnaires d'hyperactivité avec déficit de l'attention, là, tout est ADHD Rating Scale, en fait, toutes ces échelles-là, aux parents, aux enseignants, etc. Et donc, ils ont à la fois le diagnostic et la symptomatologie. Eh bien, le diagnostic, au sein de la... Alors, le système norvégien de santé, il est extrêmement égalitaire. Hein, c'est un peu comme chez nous, c'est même encore plus égalitaire que chez nous. Il n'y a quasiment pas de système privé, c'est public, ouvert à tous, avec une assurance, etc. Donc, l'accès aux soins, en principe, est homogène sur tout le territoire norvégien. Ben, la prévalence du diagnostic d'hyperactivité, d'une région à l'autre, enfin d'un canton à l'autre, varie du simple au décuple. Du simple au décuple. Alors que le niveau symptomatique des enfants varie, mais très peu. Et quand on ajuste la pathologie sur le niveau symptomatique, ça ne change rien, c'est-à-dire que ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Donc vous voyez le truc, c'est que les diagnostics varient du simple au décuple, d'un endroit à l'autre, alors que quand on demande aux parents, aux enseignants, cet enfant, est-ce qu'il bouge beaucoup, est-ce qu'il a des problèmes d'attention, en fait, ça ne bouge pas tant que ça. Et ils ont pour prendre les données dans tous les sens, eh bien, à la fin, ils ne savent pas conclure pourquoi. Donc on va essayer de conclure pourquoi à leur place. C'est quand même fascinant, hein, c'est extraordinaire. Alors, en tout cas, si c'est une maladie biologique, pourquoi, à l'intérieur d'un même pays, avec des professionnels de santé formés pareils, pourquoi la prévalence change du simple au décuple? Donc c'est plus compliqué que ça. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Manifestement, il y a un problème de société, d'environnement. Si la prévalence varie du simple au décuple, c'est qu'il y a un problème de société autour de l'hyperactivité. Les symptômes ne varient pas du simple au décuple. Alors on va voir. C'est que, en fait, bien sûr, le problème, c'est que nous, on essentialise, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, le diagnostic varie du simple au décuple. Nous, on pense que le diagnostic est une chose qui existe, qui est vraie et qui varie du simple au décuple. Et pareil pour les symptômes, on pense que les symptômes existent en tant que tels, vous voyez. Alors qu'en fait, tout ça est faux. Bien entendu, tout ça est faux. On va rentrer dans les détails. Et c'est alors, comme on a du temps, hein, on va déconstruire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'ADHD? Alors, honnêtement, moi, quand j'étais interne, l'ADHD n'existait pas en France. Ça n'existait pas. C'était une lubie d'Américains. Et donc, moi, on m'a appris, non, les enfants bougent, mais un anxieux bouge, quelqu'un qui est traumatisé bouge, un enfant maltraité bouge. Voilà, il y a plein d'enfants qui bougent et qui ont des déficits de l'attention, mais ça n'est pas une maladie. Et on disait, c'est comme le suicide n'est pas une maladie. On peut se faire une TS parce qu'on a un trouble de la personnalité, parce qu'on est déprimé, parce qu'on est anxieux, parce qu'on est schizophrène, etc. Donc ce n'est pas une maladie, c'est un phénomène observé. Ça se défend. Et puis, en fait, au fil du temps, je dois reconnaître que j'ai été convaincu par ce diagnostic. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, il y a un débat ancien à propos des diagnostics en médecine et en psychiatrie en particulier. Est-ce que les diagnostics existent vraiment ou est-ce que ce sont que des mots pour désigner des patients? C'est l'essentialisme versus le nominalisme. C'est un très vieux débat. Et alors, on a un biais en tant que médecin, si vous voulez. Beaucoup d'entre nous, on pense que les maladies existent vraiment. Par exemple, le cancer du sein, ça existe. Hein? C'est une réalité concrète. Eh ben non. Eh ben non. En fait, déjà, j'ai des collègues cancérologues à l'IGR à côté, ils disent que ça n'a plus de sens. Ce qui a fait sens aujourd'hui, c'est un cancer HER2+, qui rase moins. La localisation n'a plus aucun sens.
Pourquoi? Parce que la chimiothérapie ne dépend pas de la localisation, la chimiothérapie dépend de la mutation génétique qui fait que la tumeur pousse. C'est ça qui compte pour soigner. Donc, on va changer de dénomination de maladie. Alors, ce qui reste, c'est la tumeur, elle existe toujours. La femme, elle est toujours. Le sein, il est toujours là. Ça existe, c'est matériel. Mais le concept de cancer du sein, pour beaucoup de cancérologues de l'IGR, ils disent le cancer est une maladie biologique. Ça n'est pas une maladie de localisation. Ça n'est même pas une maladie histologique. C'est une maladie biologique. Alors, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, hein. Notamment les radiothérapeutes et les chirurgiens, parce qu'eux, ils opèrent un sein. Donc, eux, il y a des cancers du sein. Donc, vous voyez, alors, si pour le cancer du sein, on n'est même pas sûr que ça existe vraiment, vous imaginez la DHD. Il y a des facteurs favorisants pour que cette mutation se fasse, alors. Ah, mais alors, après, c'est-à-dire, en fait, les maladies ne sont que des commodités de langage qui permettent aux médecins d'organiser une thérapeutique. Ce qui compte, c'est que si c'est un cancer HER2+, KRAS-, alors on va soigner ce patient ou cette patiente comme ça. Voilà. Et donc, si on dit ADHD, ça veut dire que vous avez appris tout un tas de trucs pour prendre en charge l'ADHD, je l'ai entendu tout à l'heure, etc. En fait, ça va déclencher, vous faites le diagnostic d'ADHD, et ça sous-entend que la prise en charge va être des méthylphénidates ou prévenir l'école, voir comment adapter la scolarité, expliquer aux parents. Enfin, vous voyez, vous allez dérouler tout un truc comme ça. Mais en fait, l'ADHD en tant que telle n'existe pas. Alors, c'est discuté, hein, je vous dis, c'est discuté, c'est un débat. Est-ce que les maladies existent vraiment ou est-ce que ce sont des noms? Alors, en tout cas, c'est au moins des noms de quelque chose. Alors, c'est le nom de quoi? Quand on dit ADHD, ça veut dire quoi? Alors là, vous allez dire, ça veut dire, c'est un syndrome qui a une valeur pronostique et thérapeutique. C'est ça qu'on apprend en médecine, hein. Les maladies, c'est... Alors je mets de côté l'étiologie, on va y revenir un petit peu, mais c'est du baratin, les étiologies en médecine. C'est le syndrome, donc c'est une coexistence de symptômes statistiquement associés entre eux et qui conduisent à un pronostic et une thérapeutique, comme le syndrome appendiculaire. Alors, est-ce que c'est vrai que la liste des symptômes de l'ADHD dans le DSM sont statistiquement plus associés que, par exemple, les symptômes du TOC, de l'ODD, là, du trouble oppositionnel avec provocation, ou des troubles des conduites avec l'hyperactivité? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Normalement, s'il y a hyperactivité, trouble oppositionnel avec provocation, normalement, si c'est des vrais syndromes, les corrélations des symptômes à l'intérieur du TOP, ça doit être plus fort qu'entre le TOP et la DHD. Vous voyez, les symptômes doivent se regrouper. Ils sont comorbides, non? Ah ben alors c'est comorbide, voilà. Et comorbide, ça veut dire qu'en fait, tout est mélangé. Et quand on fait des statistiques, c'est compliqué de démêler. Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Moi, je pense que c'est globalement vrai. Et il y a quelques études, vous voyez, avec le pôle attention, inattention, le pôle... C'est plutôt vrai, ça, c'est plutôt vrai. Mais le niveau de preuve, il est ultra bas. Et si vous voulez, ça se comprend. Vous voyez le flou qu'il y a derrière, enfin, ça flotte, toutes ces définitions. C'est très compliqué. On l'a fait, ça, sur 1 millier de patients qui venaient pour un syndrome douloureux abdominal aigu aux urgences. Vous voyez, abdominal aigu douloureux qui arrive aux urgences, le chirurgien viscéral fait son examen clinique, donc douleur dans l'hypochondre droit, au toucher rectal, épigastrique, etc., les défenses, enfin vous voyez, et donc on a tous les syndromes, le syndrome appendiculaire, le syndrome occlusif, la péritonite, etc., etc. On vous apprend que ce sont des... Eh bien, ça marche pas mal, mais c'est pas si facile que ça, hein, de montrer que ces symptômes sont associés. En fait, il y a des mélanges entre occlusion et péritonite, par exemple. Eh bien, la symptomatologie, quand vous faites les stats, c'est pas si clair que ça. Donc vous imaginez, pour l'abdomen du l'héroïde aigu, c'est déjà pas facile, vous imaginez pour la psychiatrie. Donc oui, il y a un syndrome, mais il est extrêmement fragile, et d'ailleurs, il y a des gens qui pensent que trouble oppositionnel, enfin que trouble externalisé, c'est un gros paquet.
et que là-dedans, il y a des enfants, et qu'il y a un gros mot qui serait impulsivité. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, le discours des psychologues, qui pour eux, impulsivité, c'est un concept central. Et je trouve que ça fait réfléchir. Parce qu'en fait, impulsivité, déficit de l'attention dans l'hyperactivité, d'ailleurs que c'est très mal choisi, hein, parce qu'un rêveur a un déficit de l'attention. Mais un rêveur, vous n'allez pas lui donner du methylphénidate. Et je vous promets que vous prenez les items du déficit de l'attention du DSM, vous prenez un enfant rêveur, ah ben, si vous faites vite, ça cote. Hein. Il n'écoute pas, il est ailleurs, etc. Ben oui, et c'est un problème clinique de la vie de tous les jours. Hein. On vous envoie, hein. Oui. Donc pour ce que si je comprends bien, un rêveur, quelqu'un qui n'est pas attentionné, là vous parlez, je suis en train de rêver, c'est pas de... Ah non. Non. Un rêveur, c'est pas l'ADD, c'est pas déficit de l'attention. Quand il vous dit, je comprends. Alors, mais ça c'est sémiologiquement très intéressant. C'est le déficit de l'attention. Enfin, Olivier, il pourra ne pas être d'accord avec moi. Hein. Ouais. Mais le déficit de l'attention de l'hyperactivité, c'est de l'impulsivité psychique. C'est vraiment le mot impulsivité qui est crucial. Et c'est pour ça qu'il y a du methylphénidate. Donner un produit dopaminergique à un rêveur, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, il est ailleurs. C'est pas qu'il butine comme ça sans arrêt, il est ailleurs. Et je vous dis, prenez les items, vous verrez, c'est pas si facile que ça de dire qu'en fait... et ça, c'est quelque chose de cliniquement extrêmement important, parce que vous pouvez traiter un enfant pour un trouble qu'il n'a pas. Oui, le rêveur, il peut avoir... Je veux dire, en parlant de symptômes d'un rêveur, s'ils arrivent au seuil d'un trouble... Ah non, mais c'est même pas... S'ils arrivent à un seuil d'un trouble, bien sûr. On parle de trouble du neurodéveloppement. Ah oui, mais tu vois, un rêveur, c'est pas un trouble du neurodéveloppement. Exactement, c'est ce que je me dis. Ben voilà, oui. Voilà. Ben oui. Alors on a fait un cours au début où on a parlé, parce que je suis assez d'accord avec toi, on a parlé en fait des éléments qualitatifs des signes. Et effectivement, le truc que tu as dit, qui est le point qu'il faut relever, c'est le rêveur, il rêve, comme ça, alors que le déficit attentionnel, il passe partout. Ce qui fait qu'il a un déficit attentionnel, le rêveur, parce qu'évidemment... Bien sûr. Mais il n'est pas emmené un peu comme ça par sa pensée. On l'avait vu quand on avait parlé sur l'eau, le petit truc qui roule, enfin voilà comme ça. Et donc effectivement, qualitativement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en psychiatrie, les signes qualitativement ne sont pas décrits par le DSM. On avait dit pour l'anxiété, je tape comme ça, je peux avoir une stéréotypie, je peux être anxieux, ça peut être un tic. Vous ne pouvez pas le savoir si vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête. Oui. Et ça, c'est ce que dit Bruno. Et là-dessus, je pense qu'on peut être un peu d'accord. Et du coup, le rêveur, en effet, ça ne va pas marcher le traitement pour lui. Exactement. Mais parce qu'il a pas c'est pas le seuil du trouble. Et le traitement, et le DSM tout seul, j'ai écrit un truc là-dessus, le DSM tout seul ne va pas, et il est trop faible pour ça. Et bon, ça, c'est aussi le côté, il ratisse large, le DSM, on va dire. Oui, alors on va y venir. Pourquoi ça s'est passé comme ça alors, et vous voyez, c'est pas rien du tout ça. Hein. C'est pas rien du tout, le rêveur et le déficit de l'attention de l'hyperactivité. La divagation. Pardon ? La divagation. Oui, la divagation. Donc, côté syndrome, l'ADHD, c'est un verre à moitié vide et à moitié plein. Il y a un syndrome, mais il est quand même extrêmement fragile. Alors, du coup, pourquoi moi j'adhère au diagnostic d'ADHD ? Parce que je le sens. Voilà, je le sens. Alors, du coup, comment ça s'est construit ? Eh bien, en fait, alors d'abord, il y a le DSM. C'est la première itération. C'est-à-dire que arrive un document qui dit il y a des enfants comme ça, avec les items que vous avez vus, impulsivité, hyperactivité et déficit de l'attention. Donc on les lit. Et puis, on essaie d'imaginer un patient qui est un peu comme ça. Et puis, comme vous voyez des patients en consultation, ben, vous allez en trouver. Oui, vous dire, ah ben oui, lui, il est comme ce qui est décrit. Et puis, il y a quand même la physiopathologie. Alors, là aussi, c'est extrêmement fragile.
C'est extrêmement fragile. Quelle est la physiopathologie de l'ADHD? Les histoires de dopamine, de localisation. De toute façon, en psychiatrie, il y a toujours cortex préfrontal et cortex singulaire antérieur. Et après, un petit peu de système limbique, des trucs comme ça. En disant ces trois mots, vous êtes sûr d'avoir l'air savant. Hein, et puis de dire un truc où c'est pas complètement faux. Et pour l'hyperactivité, c'est un peu ça qu'ils disent. Donc, mais quand même, il y a des modèles animaux, vous voyez, de dopamine, et on voit quand même les gens qui bougent, qui sont comme ça, là, je me souviens, un collègue pédopsychiatre, un collègue prof de psy adulte, qui sont sans arrêt en train de faire ça, et on a envie de lui dire, tiens, tu pourrais pas peut-être prendre un petit peu de Ritaline, ça. Oui, on sent, il y a un petit corpus de connaissances biologiques qui étaye quand même cet état d'être un peu fébrile, vous voyez, un petit peu qui bouge, et pareil dans leur tête, quoi, sans arrêt, ils sont comme ça. Et ça, là, il y a quand même des données. Donc vous avez le DSM, vous avez les patients, vous avez de la biologie, vous avez les psychologues qui parlent d'impulsivité, et puis au fur et à mesure que les années passent, eh ben, ça aide votre pratique clinique d'avoir comme ça un prototype de patient qui est comme ça, qui bouge, et qui est plutôt sympa d'ailleurs, qui est plutôt sympa, plutôt empathique, vous voyez, assez même joyeux au début, avant qu'il soit détesté par tout le monde. Il est joyeux, il est sympa avec vous, enfin il engage très vite la conversation. Et donc, et là j'ai prononcé le mot prototype. Il faut savoir qu'il y a en psychiatrie, il y a une tradition historique du prototype. C'est-à-dire pas du syndrome. De dire qu'il y a des patients prototypiques, que le bipolaire est un prototype. Vous voyez, le schizophrène, il y a un prototype. On va parler l'état psychotique aigu, il y a un prototype. Vous voyez tout ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on imagine un patient pur. Et en fait, quand on est dans la pratique clinique, eh ben, le patient qu'on a en face de nous, on va le mettre dans une case associée à un patient pur. Alors, tous les patients sont impurs, mais on les colle à des prototypes purs. Plutôt que de faire une analyse sémiologique qui va conduire à un syndrome et donc à une maladie. Donc il y avait une tradition à Sainte-Anne, Julien Guelfi, Pierre Pichot, etc., qui écrivaient des bouquins avec des prototypes. D'ailleurs, ça revient. Il y a Laurent Mautron qui propose des prototypes d'autistes, en disant que TSA, c'est n'importe quoi, et qu'il veut construire des prototypes autistiques. Donc voilà. Alors, du coup, eh ben, on a des classifications et des échelles. Si vous voulez, du fait qu'on a construit un prototype, on se dit, mais finalement, ce prototype, il est compris comment? Enfin, il est comment, mon prototype d'hyperactif? Ben, je vais dire, ben, il ne reste pas assis à table, en cours, il se lève, etc. Il coupe la parole du professeur. Donc, on se met ensemble avec des collègues. Et puis, on écrit une liste de symptômes, et ça fait le DSM, ça fait les échelles. Et puis, on va les valider psychométriquement. Et puis c'est ce qu'on a. Et puis grâce à ça, on va faire de la recherche, des essais randomisés, des études de biologie, de génétique, des études de psychologie cognitive, etc., etc. Hein? Et donc on dit, l'hyperactivité existe. Non, en fait, vous voyez comment elle s'est construite. Elle s'est construite dans la tête des médecins qui voient des patients. Et donc, or, quand on est psychologue, et surtout psychiatre, en fait, ça rassure beaucoup de penser que les maladies existent vraiment. Ici. Puisqu'en fait, les parents vous disent, mais alors il a quoi? Ben, il a un TDAH, puisque ça existe. Il a un TDAH. Ça y est, c'est dit. C'est comme ça. Et ça calme tout le monde, c'est-à-dire le médecin a assis son autorité en disant il a un TDAH,
Et les parents sont rassurés parce qu'enfin, il y a un truc, on a trouvé ce que c'était. Et donc, on a tous envie de croire que le trouble existe vraiment. Que c'est... alors que c'est une commodité de langage. C'est pas pour ça que c'est rien, hein, parce que cette commodité de langage permet de faire de la recherche, permet de prescrire des traitements qui sont statistiquement efficaces ou plus efficaces que d'autres traitements dans ce type de patients, etc. C'est très important de faire le diagnostic, mais ça n'a pas du tout le statut de réalité qu'on veut bien lui trouver. Alors, ce qui existe par contre vraiment, c'est le DSM et les échelles. Ça existe. Alors revenons à notre étude de Norvège. On a fait passer des échelles aux parents. Et c'est ça qui fait que, à la fin, on dit qu'il y a des symptômes d'hyperactivité. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donné une feuille de papier à des parents ou à des enseignants, ils ont lu la question. D'abord, ils ont essayé de comprendre la question. Après, ils ont rapproché leur enfant de la question. Après, ils se sont autorisés à dire si ça ressemblait ou pas. Et après, ils se sont autorisés à cocher la case sur le questionnaire pour dire que c'était ça la réponse. On est d'accord, hein? Eh bien ça, c'est sociétal. Ça n'est pas de la réalité clinique, ça n'est pas une réalité biologique, c'est un processus personnel d'un sujet dans une société qui s'autorise à se représenter son enfant d'une certaine façon, alors qu'il y a un biais de désirabilité sociale, alors qu'il a a priori une représentation de son enfant qui est induite par la société, par l'école, par son conjoint, sa conjointe, par les grands-parents. Tout ça va faire qu'il va se représenter son enfant d'une façon ou d'une autre. Et de la même façon, accepter de dire que mon enfant est impulsif ou pas, eh ben, ça n'est pas évident. Il y a des mécanismes de défense qui font qu'on va répondre 2 ou 3 ou 4 au questionnaire. Et de la même façon, on va peut-être ne pas vouloir cocher la case parce que il y a tout ça. Et donc en fait, la réponse au questionnaire, ça n'est pas le niveau symptomatique de l'enfant. Alors le niveau symptomatique de l'enfant est corrélé à la réponse au questionnaire, mais il y a tout un tas de trucs qui sont autour et qui font que c'est quelque chose de très compliqué. Alors les statisticiens considèrent que c'est par définition du bruit. Mais en fait, non, en fait, hein, selon que vous êtes la mère ou le père, ou l'enseignant, un vieux parent, un jeune parent, un parent pauvre, un parent riche, etc., 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 vous n'allez pas coter de la même façon. Et donc, en fait, dans toutes ces études, le phénotype hyperactif est parasité par des considérations sociétales. C'est juste une évidence. Alors après, il y a la classification avec le diagnostic dans l'étude des... Eh bien oui, mais en fait, on le reverra tout à l'heure en plus de détails. En fait, est-ce qu'un pédopsychiatre fait un diagnostic de TDAH avec le DSM? Ah ben non. Ah ben non. Alors, en France, aux États-Unis, en fait, ils sont obligés. Et c'est là qu'on voit que... Parce qu'aux États-Unis, en fait, il y a un problème d'assurance. C'est qu'il faut que le patient ait une ADHD avec des critères pour que la prise en charge puisse être remboursée par l'assurance. Donc, du coup, le psychiatre a l'obligation de pouvoir, dans le dossier, de rechercher l'ensemble de la symptomatologie de la DHD. Est-ce qu'il va joindre un compte rendu, par Absolument. D'une prise en charge, je veux dire, multidisciplinaire? Alors, il doit écrire sous son observation et ça doit être opposable, quoi. Hein, ça doit être opposable. Et ce qui fait d'ailleurs que les pédopsychiatres américains sont de très bons sémiologues, parce que comme toute la journée, ils recherchent
des symptômes très précis pour pouvoir les renseigner. C'est pour ça qu'ils sont très forts pour la sémiologie, et c'est pour ça que le DSM est quand même un bon instrument, parce que les Américains sont de très bons sémiologues. Alors, en France, il y a des collègues qui sont comme ça. J'ai assisté à des entretiens de Marie-Christine Mourin-Siméoni, qui était la chef de service de Robert Debré, donc il y a très longtemps. Elle, j'étais très étonné, elle recherchait systématiquement, alors qu'elle avait une expérience considérable, elle recherchait très précisément tous les symptômes d'hyperactivité, de déficit de l'attention, alors que ça sautait aux yeux que l'enfant il était hyperactif. Enfin, c'était juste une évidence. Non, non, il lui fallait tout. Alors, personnellement, moi je ne fais absolument pas ça. Pourquoi? Parce que je perds mon temps. Enfin, c'est-à-dire qu'on a 3/4 d'heure pour un premier patient, 1/2 heure pour les patients après. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais. Si vous passez du temps à rechercher tous les symptômes, vous ne passez pas du temps à nouer une alliance thérapeutique, à savoir comment ça se passe dans la famille, entre les frères et sœurs, avec les parents qui s'engueulent, etc. Comment ils font pour gérer tout ça. Enfin, et en faisant ça, vous êtes thérapeutique dans l'entretien. En cherchant des symptômes, vous n'êtes pas forcément très thérapeutique. Et donc, en fait, en tout cas, moi, dans ma pratique, oui, j'ai des petits symptômes, ou quand j'ai un doute, je dis, ah ben, il tient assis à table, etc. Et puis si je vois que ça conforte mon impression clinique, je ne vais pas chercher plus loin. Enfin, je sais, j'en ai vu des centaines, même plus de 1000. Eh ben, je dis, bah oui, d'accord, il est hyperactif. Je vérifie un petit peu. Et puis après, je rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire comment vous vivez ça et comment on va faire pour que ça aille mieux. Vous voyez, puisque on n'a pas le loisir de voir souvent les patients parce qu'on est surbooké. Donc, tant qu'à faire, autant faire que notre consultation soit aussi thérapeutique. Mais vous voyez, ça, c'est très sujet dépendant. Du coup, à la fin, c'est ma définition de la DHD. Et notamment, on a chacun un seuil particulier. Vous voyez, parce que c'est dimensionnel, l'hyperactivité. C'est pas catégoriel. Il y a des enfants qui sont plus ou moins hyper... Enfin, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Et donc, il y a des enfants, alors oui, ils ont un déficit d'attention, oui, effectivement, ça les handicape un peu en classe, oui, ils ont 12 au lieu d'avoir 16, d'accord, mais pas de methylphénidate. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. C'est ma responsabilité, c'est ma prescription, j'ai pas envie de donner du dopage à des enfants qui sont heureux dans leur vie, qui ont des résultats corrects, qui apprennent à écrire, à compter, etc., qui ont des copains, qui sont ce qu'ils sont. Si les parents viennent, ah oui, mais quand même l'enseignant il dit qu'il est comme ça et comme ça, je dis, bah ouais, bah, il est comme ça, et ben voilà, et profitez de la vie avec votre enfant. Mais vous voyez, ce seuil-là, il m'appartient à moi. Je sais très bien que j'ai des collègues qui, eux, ils prescriraient. Et je dis pas qui a raison ou qui a tort, hein. Mais du coup, les prévalences, ben, elles sont socialisées. C'est moi en tant que citoyen, en tant qu'humain, en tant qu'homme âgé, en tant que etc., qui décide à un moment donné que c'est une ADHD ou que ça n'en est pas. Vous voyez, c'est pas la biologie. Et donc du coup, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait tout ce bazar en Norvège. C'est que, ben, bien sûr, en fonction des lieux de soins, la prévalence va changer. Parce que qui fait la prévalence? Ben, c'est le médecin. Et le médecin, c'est un humain, il est dans une société. Et donc, du coup, ben ouais, même si la DHD, il y a 80% d'irritabilité et 20% qui sont dus à une exposition in utero et tout ce que vous voulez, ben c'est en grande partie une maladie sociale. C'est pas parce qu'il y a une étiologie possiblement biologique que ça n'est pas une question de société. Alors, on va rentrer dans le détail concret de ça, parce que tout ça a fait qu'il y a une appropriation sociale ou sociétale de l'hyperactivité, avec de la DHD. Alors d'abord, il y a une appropriation sociétale de nature juridique. Ça, elle est évidente. Pour avoir un dossier MDPH et un tiers-temps supplémentaire pour un patient, un enfant, ben, il faut remplir un certificat. Et là, on est dans la loi. S'il n'y a pas la reconnaissance MDPH, ben, il n'y a pas la prise en charge à l'école.
Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est complètement sous-estimé en termes de société. Les gens pensent encore une fois que ou l'enfant a un ADHD, ou il n'en a pas, donc ou il a le dossier, ou il n'en a pas, ou il a le tiers-temps, ou il n'en a pas. En fait, c'est tout mélangé. Et il n'y a pas que l'ADHD. Hier, j'étais dans un truc où on parlait de... Il y avait un topo d'un médecin militaire sur le syndrome de stress post-traumatique. Là, quand même, on imagine que c'est un truc super carré, hein, dans l'armée, syndrome de stress post-traumatique. Et donc, il parlait d'un soldat qui avait été en Afghanistan, qui avait vu des morts partout, etc., etc. Bon, ben voilà. Et un jour, il a vu un cadavre d'une petite fille avec une robe rose. Eh ben, il a eu son PTSD là. Parce que c'était la même robe que sa fille. Donc, vous voyez, on a l'impression que tout est simple, qu'il y a des traumas, il y a la guerre, il y a le PTSD, etc. En fait, c'est très compliqué. Ça flotte. Ça flotte. Mais la justice a besoin, par moment, qu'on dise oui, non, etc., etc. Et on est confronté à ça. Alors, il y a l'appropriation économique. On l'a vu pour le remboursement aux États-Unis. Le diagnostic d'hyperactivité devient un outil de régulation économique. Alors, ça se pose beaucoup en psy d'adulte, parce que un adulte hyperactif est pris en charge, un adulte borderline n'est pas pris en charge parce que c'est un trouble de la personnalité. Les troubles de la personnalité ne sont pas pris en charge. Du moins pas de la même façon en fonction des assurances. Or, honnêtement, entre un hyperactif adulte et un borderline adulte, c'est pas toujours facile de dire... D'ailleurs, vous savez, comme par hasard, il y a une étude qui est sortie sur quels sont les médicaments utiles pour les borderline. Le médicament le plus utile pour les borderline, c'est le méthylphénidate. Donc là aussi, vous voyez le contour des pathologies. Hein. Comment en fait, comment on va appeler quelqu'un de borderline parce qu'on est dans un monde, dans une culture donnée, et hyperactif dans une autre culture. Hein. On nous dit maintenant que c'est l'évolution du TDAH, c'est d'être borderline adulte. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, un hyperactif, c'est un borderline cool. Sympa, quoi. Dès qu'il devient chiant, c'est un borderline. Voilà. Alors, il y a l'appropriation économique, elle est aussi au niveau de la productivité. Hein. On est dans un monde où il faut être productif. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est dans la définition de la santé mentale de l'OMS. Dans la définition de la santé mentale de l'OMS, il y a bien-être, réalisation de soi, accomplir un travail productif. Or, que l'on soit adulte ou enfant, ben, quand vous avez l'ADHD, vous êtes moins productif potentiellement en fonction du métier que vous faites, quoi, hein. Et donc, il peut y avoir une pression, en tout cas au niveau des enfants, il y a une pression scolaire à la production et il y a une pression sur le système de soins pour que l'enfant soit productif. Alors, journalistique, appropriation journalistique, alors ça c'est extraordinaire. Et c'est chiant, parce que, en fait, ils présentent l'ADHD pour que ça excite les gens qui vont lire leur papier. C'est ça le principe d'écrire un article. Hein. Il faut que les gens le lisent. Pour que les gens le lisent, il faut que ça attire. Donc on présente l'ADHD de façon spectaculaire, quoi. Vous voyez, il y a une espèce de dramatisation, d'hyperbole de l'enfant hyperactif qui est mythifié, quoi. Et il y en a ça pour toutes les pathologies. Par exemple, l'appropriation journalistique de la schizophrénie n'a rien à voir avec les patients qu'on voit en face de nous. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On est obligé de faire avec parce que, bien sûr, les parents de nos patients lisent la presse. Alors, appropriation dans les fictions. Alors ça, avant, ça n'existait pas. On avait un peu d'autisme.
Rainman et tout ça, mais on n'avait pas vraiment d'hyperactifs. Maintenant, on a des hyperactifs dans des séries. Donc vous pouvez taper sur Google les séries ou les petits movies ADHD et vous allez avoir, c'est répertorié, tous les films où officiellement, en fait, on considère que le héros soit hyperactif. Alors avec, d'ailleurs, je vous engage à le faire parce que c'est cliniquement très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu le film Mrs. Doubtfire. Il y en a qui l'ont vu, hein. C'est Robin Williams, vous voyez qui c'est Robin Williams? C'est un acteur, le cercle des poètes disparus, etc., qui s'est suicidé, qui était bipolaire. Et donc, il est écrit dans, que Mrs. Doubtfire, en fait, c'est l'histoire d'un papa qui ne peut pas voir ses enfants parce qu'il est divorcé de son épouse a la garde des enfants et lui, il ne peut pas les voir parce qu'il est trop fantasque, etc. Et donc, il se déguise en femme de ménage et en fait, il s'amuse avec ses enfants déguisés en femme de ménage. Pour moi, il est hypomane, il n'est pas hyperactif, quoi. Pour moi, c'est un... Enfin, c'est too much, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, vous voyez, c'est... Oui, c'est une grande capacité, quand même. Ah oui, oui. C'est très productif, même. Oui, oui, oui. Voilà. Mais on voit, il y a autre chose que l'hyperactivité, quoi. Il y a autre chose. Il y a vraiment une élation de l'humeur qui est extraordinaire, qu'on peut retrouver dans l'hyperactivité avec déficit d'attention, mais pas à ce niveau, quand même. Pardon ? Ils le mettent dans les TDAH ? Oui, oui, ils le mettent dans les films d'actes de personnages TDAH. Pardon ? C'est un peu une reconstitution. Ah oui, oui, je suis d'accord. Donc c'est intéressant. Vous voyez, alors il y a une série canadienne où là c'est officiel, c'est un flic, un commissaire de police hyperactif qui prend de la Ritaline. Et ses collègues, parfois ils déconnent, et ses collègues lui disent t'as pas pris ton médicament, tu fais chier, etc. Ça marche assez bien d'ailleurs. Là, le phénotype est bien fait. Voilà. Alors, donc, l'ADHD infiltre plein de parts de la société. Alors après, est-ce que tout ça, c'est utile ou pas? Tout ce bazar. Est-ce que ce diagnostic de TDAH, on voit que c'est pas très solide quand même, que ça part dans tous les sens. Mais après tout, si ça aide les gens... Ça arrive à un seuil d'un trouble qu'on arrive à réguler après, avec un traitement et prise en charge. S'il y a des gens... voilà. Voilà, s'ils ne sont pas hyperactifs, si on arrive à mettre aussi un traitement médical et on arrive à améliorer, ou bien ils n'arrivent pas à exécuter ces fonctions, un trouble... oui. Des fonctions exécutives. Et avec une prise en charge, on arrive à qu'ils soient productifs. Exactement. C'est constructif. Exactement. On doit être pragmatique, quoi. C'est opérant. C'est opérant. On doit être pragmatique. Alors, le problème, et là, c'est plus un problème de pédopsie que de psy d'adulte, parce que en psy d'adulte, le mandat est assez clair. Quelqu'un vient vous voir, et quelqu'un vient vous voir. S'il vient vous voir, vu que c'est pas facile, c'est qu'il va pas bien. Et donc il vient vous voir, il dit voilà, je vais pas bien, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Vous vous dites ah ben ouais, vous êtes hyperactif, donc on peut faire ça et ça. Et donc vous en discutez avec lui ou avec elle, et vous décidez si vous mettez en place la prise en charge, le traitement et tout. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que les tableaux cliniques chez l'adulte, oui. justement, ils sont tellement remaniés avec tout oui. ce qu'ils ont mis en oui. place, et même parfois des choses un peu rigides d'organisation, oui. que parfois, comme ça, quand on les voit, c'est pas si simple. Ah ben oui. Ça, parce que voilà, tout a été compensé, et la souffrance, l'épuisement, on ne fait pas forcément tout de suite le lien. Absolument, absolument. Et puis souvent, il y a eu des troubles de l'humeur parce qu'ils ont été stigmatisés, etc. etc. Mais avec d'autres absolument. Je suis tout à fait d'accord, mais même si c'était simple, enfin, si c'était simple, en fait, la stratégie de prise en charge serait simple parce qu'au moins, il y a une demande, il y a un diagnostic et une proposition de soins. Au moins, le contrat est clair, quoi. Mais en pédopsie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que le plus souvent, quand on vous amène un enfant hyperactif, lui, il ne demande rien. Lui, il va bien. Au moins une fois sur deux.
Et donc, c'est là qu'on en revient à la définition d'un patient. Parce que normalement, le patient, c'est la plainte. C'est ça qui définit le malade, hein, c'est la plainte. Or, en pédopsie, la plainte, ben, que ce soit un patient autiste, c'est pas le plus fréquent. En général, c'est pas lui qui a la plainte. Hein. Et donc, on dit qu'un patient psychiatrique, pédopsychiatrique, c'est le lieu d'expression d'une plainte collective. C'est le lieu d'expression d'une plainte collective qui se focalise sur le comportement ou le psychisme d'un enfant. Et donc ça complique quand on parle d'utilité du diagnostic. Mais c'est utile pour qui? Alors on va décliner tout ça, et puis après on aura fini, comme ça on pourra échanger librement ensemble. Alors, il faut être honnête, ça peut être utile pour le patient. D'abord parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas tout seul. Et puis, il y a des patients qui disent que quand ils prennent le traitement, leur vie a changé, quoi. Qu'ils peuvent écouter en classe, que tout d'un coup, ils ont des bonnes notes et que les parents, ils aiment beaucoup les bonnes notes, hein, et qu'ils voient l'estime de soi qui monte, etc., etc. Donc, et c'est vrai, hein, il y a un nombre de cas non négligeables où les enfants sont authentiquement apaisés et satisfaits de la prise en charge, en particulier médicamenteuse. Hein. Alors après, il y a du moins bien. Il y a du moins bien. Alors, il y a les effets indésirables des traitements. Le sommeil, l'appétit. Beaucoup d'enfants il y a une perte d'appétit très substantielle avec le méthylphénidate, et il y a des enfants que ça gêne. Beaucoup. Et puis, il y a l'effet indésirable symbolique. C'est qu'en fait, alors que la problématique est systémique, hein, c'est le lieu d'expression d'une plainte collective focalisée sur un jeune, mais c'est lui qui va prendre le méthylphénidate. Donc si c'est lui qui prend la pilule, ça veut dire que c'est lui qui est malade. Et ça, c'est l'effet indésirable numéro 1 du méthylphénidate. Et là-dessus, c'est là qu'il faut travailler en entretien, parce que les parents s'engueulent à table, l'enfant regarde, fait le pitre, et ils vont lui dire « Tu vois, tu fais chier, c'est à cause de toi, on s'engueule, parce que tu bouges sans arrêt, d'abord tu n'as pas pris ton traitement, etc. etc. » Vous voyez, c'est facile. Hein. C'est facile de dire qu'on s'engueule à cause de l'enfant hyperactif, qui c'est vrai, il n'est pas forcément facile à gérer, hein. C'est vrai, mais c'est facile du coup de pas tout lui mettre dessus. Alors, il y a un truc qui est sous-estimé par nous, c'est que le diagnostic d'hyperactivité, c'est utile pour le médecin. Parce que vous avez fait votre job. Il a trouvé la solution. Voilà. Ouais. Trouver la solution. Il y avait un problème, je fais le diagnostic d'hyperactivité, je peux rentrer chez moi. En plus, je prescris un traitement, et le traitement qui a une efficacité immédiate, hein, c'est en quelques jours qu'on voit le changement, et souvent c'est spectaculaire. Presque une fois sur deux, c'est spectaculaire. Hein, les gens reviennent, ils disent « Oh, alors, c'est incroyable !» Et alors là, vous êtes... C'est quand même un moment... C'est quand même pas si fréquent que ça en pédopsie qu'on est... Un truc pour lequel on est remercié. Ah ben oui, oui, mais j'ai déjà vu des parents pleurer de reconnaissance parce que enfin ils pouvaient jouer au Monopoly avec leur enfant, enfin c'était une transformation de leur vie. Mais du coup après c'est comme un shoot, hein, c'est-à-dire que quand vous l'avez une fois, vous refaites et hop en avant. Hein. Voilà, alors néanmoins, il faut être honnête, à la fin ça laisse au médecin un petit goût d'inachevé, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Je prescris, mais est-ce que tout ça est très...
Oui, éthique, voilà, il y a quand même, c'est un peu trop facile, quoi, quelque part, hein. C'est un peu trop facile. Alors, bien sûr, c'est utile pour les parents, c'est évident. C'est évident. Alors, d'abord, il y a le diagnostic. Alors, ça veut dire que c'est pas rien, quoi, parce que pour les parents, ils comprennent pas pourquoi leur enfant est comme ça. Pour eux, c'est incompréhensible, quoi. Parce qu'on leur sort qu'il est mal élevé, que c'est etc. Mais eux, ils voient bien que c'est pas ça. Et donc on leur dit, c'est ça. Déjà, bon, c'est pas rien. C'est pas eux, parce que comme c'est un TND, c'est le cerveau, donc c'est pas eux. Alors là. Ça peut pas être l'occasion de s'appuyer sur le fait peut-être qu'un des deux était comme ça plus jeune. C'est moins centré sur l'enfant, peut-être que l'adulte il va aussi se dire bah oui aujourd'hui c'est un peu compliqué, peut-être que moi aussi je peux être aidé. Ben oui. En pédopsie, vous autorisez à le faire, à interroger aussi, alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parce qu'effectivement, il y a quand même une vulnérabilité génétique, ce qui veut dire que les parents, souvent, sont un peu up. Et comme il y a de l'homogamie, les hyperactifs se marient entre eux. Et je vous garantis, quand vous avez un couple d'hyperactifs avec un enfant hyperactif, c'est chaud. Hein. Et comme ils sont impulsifs, ça part. Hein. C'est hop, 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 tout le monde se tape dessus, etc. Et c'est très drôle en consultation, quand on fait l'entretien et quand on fait la biographie de l'enfant en disant, mais à l'école maternelle, souvent, puisqu'il y a un sexe ratio, souvent la maman se retourne vers le papa et dit, tu vois, ta mère, elle me dit que tu étais comme ça. Alors, après, c'est toujours un sujet délicat en pédopsie, dans quelle mesure on peut engager les parents à travailler, etc. Il faut vraiment avoir installé une alliance thérapeutique solide pour à un moment donné aborder la question. Alors la thérapie familiale, ça c'est plus facile. C'est facile parce qu'ils comprennent qu'il y a le collectif avec les frères et les sœurs, que ça va pas, quoi. Si on leur dit allez en discuter avec quelqu'un pour essayer de... Ça marche. Pour des trucs plus personnels, il faut vraiment avoir une très bonne alliance thérapeutique. Donc, c'est pas rien, c'est pas eux. Et puis, bien entendu, c'est utile parce que l'enfant va se dégonfler et du coup, ça va calmer la vie. Parce que c'est vrai que parfois, il arrive que ce soit l'enfer, il faut être honnête. Hein, ça peut être l'enfer. D'un côté, de l'autre côté, ça lui permet aussi d'améliorer ses apprentissages. Absolument. Ah, oui. Bien sûr, bien sûr. Ah, oui. Alors après, il y a du moins aussi. Le moins, c'est beaucoup de culpabilité de donner un psychotrope à son enfant. Beaucoup de parents donc ont cette ambivalence. Cette ambivalence d'un côté, c'est cool, d'un autre côté, qu'est-ce que je fais, quoi. Et alors ça, c'est complètement sociétal, culturel, etc., etc., etc. Est-ce qu'il va prendre ça toute sa vie? Est-ce qu'il va prendre ça toute sa vie? Mais... Voilà. Oui, oui. Les parents nous disent que notre enfant, il va devenir un légume. Tout le temps. Oui. Tout le temps. Moi, je reçois beaucoup de gens qui me disent, ouais, vous prescrivez quelque chose. Voilà, sur et puis que mon enfant il va devenir un légume. Et puis parfois il y a des parents qui prennent la Ritaline pour voir ce qu'on leur donne, pour voir ce qu'on donne à leur enfant. Et alors c'est très drôle parce que Nina Gupta, non, l'ancienne directrice du NIDA, le National Institute of Drug Abuse and Addiction, raconte qu'elle avait fait une étude d'IRM fonctionnel à des témoins sains qui prenaient du méthylphénidate. Alors il y avait des trucs dans le cerveau, mais peu importe. Mais 1 an après, elle s'est dit, tiens, je pourrais les reconvoquer en faisant de l'IRM fonctionnel sans mettre de traitement et en leur redonnant du traitement pour voir si... etc. Donc elle les contacte par téléphone en leur disant, est-ce que vous pourriez revenir ? Et il y en avait la moitié qui lui ont dit, alors moitié qui disait oui, oui, très bien, il n'y a pas de problème. La moitié qui disait non, ce produit, c'est une saloperie, j'ai jamais vécu un truc aussi difficile. C'était comme s'ils avaient eu un surdosage de café. Et donc en fait,
en fait, l'effet du methylphénidate chez le sujet sain, c'est compliqué, quoi. Parce qu'on lit, ça améliore les capacités attentionnelles de tout le monde, etc. C'est pas vrai, ça améliore les capacités attentionnelles d'une bonne partie de la population. Mais il y en a d'autres chez qui ça fait pas du bien du tout, quoi. Comme le café, en fait. Hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la caféine. Et donc, si vous pouvez avoir un parent, du coup, qui lui n'est pas du tout le phénotype, et il va le prendre et ça va lui faire un effet très difficile. Donc cette histoire de donner un psychotrope à son enfant, bon, alors ben, ça se respecte, de toute façon c'est comme ça. Mais quand on pense que l'enfant est en danger, puisque parfois ils peuvent s'ils traversent la route sans regarder, enfin, l'accidentologie des hyperactifs, elle est répertoriée, hein, c'est une réalité. Hein. Et donc ils peuvent se mettre en danger. Et si on pense qu'ils se mettent en danger, là on a un rôle de devoir être un peu assertif, ce qui n'est pas facile. Hein. Alors c'est utile pour l'enseignant, bien sûr, il faut être honnête. Hein. L'école inclusive c'est cool, mais si vous avez 2 autistes, 3 hyperactifs et 4 dyslexiques, c'est juste pas possible. Hein. Et les pires là-dedans, c'est les 3 hyperactifs. Hein. C'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment chaud. C'est une petite contention chimique, ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est une petite, non, pas vraiment. Un peu. Ben, mais elle est utile. Ben oui, alors. Oui. Alors, de notre côté, c'est une contention. Mais pour revenir à la question de l'impulsivité, hein, est-ce qu'on est soi-même quand on est impulsif? Parce que quand on est impulsif, en fait, on agit en dehors de sa volonté. Donc, est-ce qu'on est soi-même quand on agit en dehors de sa volonté? Et on peut dire qu'au contraire, le médicament aide le sujet à devenir lui-même, c'est-à-dire à pouvoir se contrôler dans ses actes. Donc c'est un vrai sujet, parce que d'un côté, ils deviennent différents, et ils le disent, hein, ils sont moins fun, enfin, il y a moins de spontanéité, de trucs comme ça. D'un côté, ils sont plus eux-mêmes, au sens où ils peuvent être plus décisionnaires de leurs actes. Donc, et ça c'est des discussions avec les adolescents qui sont extrêmement intéressantes, hein, au moment où ils se construisent, où on peut évoquer avec eux, parce qu'il y a des problèmes d'observance chez les adolescents, il y en a beaucoup qui arrêtent pour de multiples raisons. Hein. Alors, donc pour les enseignants, ben, c'est évident, c'est que la classe devient plus facile et que les résultats scolaires s'améliorent. Alors, moi, ce que j'ai vu pour les enseignants, parfois, il y en a du coup qui sont frustrés de voir qu'un médicament peut être à ce point plus fort qu'eux. Vous voyez, hein, c'est que eux, ils essayaient d'apprendre et ça ne marchait pas. On donne le médicament et là, tout d'un coup, hop, ça devient facile, quoi. Donc, il y a une espèce de... Pour l'enseignant, il y a un peu une petite blessure narcissique, quoi. Parce que s'ils sont moins forts qu'une pilule, c'est que... Alors, il faut leur dire que c'est pas vrai. Hein. Alors après, utile pour la société. Alors, on va terminer là-dessus, et là, parce qu'il y a le plus à dire. Alors, le contrôle de soi. On est dans une société du contrôle de soi. Et ça a été étudié par les sociologues, hein, en particulier Norbert Elias, qui montre que depuis 200-300 ans, progressivement, la société, il appelle ça le processus civilisationnel, c'est-à-dire se civiliser, en fait, ça veut dire que on se tape moins dessus, on est moins impulsif, on se contrôle, on est poli, on fait attention à autrui, et plus ça va, plus il y a des exigences à se maîtriser. On le voit avec les histoires aujourd'hui, tout ce qui touche de près ou de loin aux violences sexistes et sexuelles, et qui interroge beaucoup d'hommes aujourd'hui, parce qu'en fait, bah oui, mais
Il faut que sans arrêt, je me contrôle, que je fasse attention à ce que je dise au travail, puisque je n'ai pas le droit de dire ça, je n'ai pas le droit de faire ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, nous, en général, les pédopsies, on a un contrôle de nous, quoi. Et donc, ça nous paraît évident, mais en fait, pour un hyperactif, c'est très, très difficile. S'il agit avant de penser, ben, il va dire des trucs qui ne sont pas tolérés. Et donc, et on a ça en classe, hein. Le niveau de tolérance dans les classes aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que lui c'était il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être calme, il faut être attentif, il faut être assis. Et il faut dire qu'avant, avant, on part dans la cour de récréation, on s'en fout, puis tu reviens, et puis, enfin, vous voyez, il y avait une espèce de... Et puis, il y avait aussi les enseignants. Alors, il y a toute la question de hyperactivité et autorité. Alors ça, c'est une question extrêmement compliquée, où les données scientifiques sont très maigres. On dit qu'il y a une carence d'autorité, ce qui là aussi est un truc un peu difficile à prouver. Mais vous voyez, par exemple, tout ce qui tourne autour de la parentalité positive est quand même une injonction à une parentalité sans cadrage. C'est quand même... Ce qui, pour un grand nombre d'enfants, est très bien, mais ce qui peut être, pour des enfants à risque d'impulsivité, etc., peut amplifier un phénotype qui fait que, un jour, ils vont nous arriver. Donc c'est pas scientifique ça, mais c'est quand même c'est un truc. Et pareil pour les enseignants, quoi. Avant vous aviez des enseignants qui pouvaient engueuler, etc. Alors c'était pas bien parce que ils faisaient aussi des traumas complexes à des mômes. Vous voyez, c'est pas. Je dis pas que c'était mieux avant, pas du tout, hein. Pas du tout. Mais la classe n'était pas gérée de la même façon. Et donc, clairement, il y a une incitation sociale à la maîtrise, au contrôle de soi, et en particulier au contrôle des enfants et des adolescents. C'est absolument clair. Et ça explique le fait qu'il y ait eu une demande de consultation de la part des enseignants pour les troubles externalisés, en particulier l'hyperactivité, qui a augmenté considérablement en 20 ans. Ça c'est une évidence. Alors, la question de la productivité, j'en ai déjà parlé. Comme autre question sociale, il y a la question de l'identité. Alors ça, qui est une question qui devient... là c'est juste là, depuis 5 ans, quoi. Depuis 5 ans, ça change vraiment, où il y a un besoin sociétal de construction identitaire. Alors on l'a avec la transidentité, aussi de façon un peu spectaculaire, chez beaucoup de... aux urgences de KB ici, pendant un temps, l'unité de crise des adolescents qui venaient passer aux urgences en général pour un épisode suicidaire, entre un tiers et la moitié des adolescents étaient dans une perspective transidentitaire. Donc alors on pourra en revenir si vous voulez, pourquoi il y a ce besoin identitaire aujourd'hui, à quelle question sociétale il répond, etc., etc. En tout cas, du coup, le diagnostic devient une identité. Et du coup, des adolescents viennent en disant « je suis TDAH », et avec même le nouveau concept d'ODAH. TDAH, oui. C'est-à-dire qu'on est autiste et hyperactif. ADHD, ODHD. AUDHD. Bon, alors pourquoi pas, il n'y a aucun problème, on peut avoir une identité d'hyperactif, etc. C'est pas un souci du tout, on peut avoir l'identité qu'on veut. Mais pour nous, il faut qu'on soit, vous voyez, ça complique un peu le soin parce que, il faut que... Alors c'est curieux parce que j'en discute souvent avec des collègues, il y a des collègues que ça choque. Qu'un patient puisse se revendiquer un diagnostic qui est faux. Ils disent, mais c'est faux, donc il n'a pas le droit de le dire. En plus, c'est moi qui sais le diagnostic, c'est pas lui.
Et donc, en plus, c'est faux. Donc, il ne peut pas dire qu'il est comme ça, puisqu'il ne l'est pas. Bah oui, mais c'est... c'est à lui de décider son identité. Hein. S'il décide qu'il est comme ça, c'est juste les mots qui changent de sens. Hein. Et donc, c'est à nous de dire, t'es TDAH, d'accord, explique-moi alors, c'est quoi, et on peut échanger, quoi. Alors, il y a aussi la question de l'hypermodernité. C'est-à-dire d'une société où c'est un concept sociologique, hein, l'hypermodernité, qui mélange globalisation et vitesse. Une société de la globalisation et de la vitesse. Or, il y a de la vitesse dans notre société. C'est juste évident. Regardons-nous. On n'aime pas faire la queue du tout. Hein. Attendre un truc, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Et là, tout à l'heure, dehors, en attendant le cours, je discutais avec des étudiants de RDC où ils suivent le master de santé publique à distance. L'étudiante me disait, je regarde toutes vos vidéos en accéléré x2. Qui n'a jamais regardé ici de trucs sur YouTube en accéléré? C'est vrai. Ah, moi, je le fais. Hein. Pardon? Je dis pas en accéléré, mais je regarde la moitié. Oui, c'est banal. Tout doit aller vite. C'est le monde qui va vite. Ah oui, mais c'est une réalité sociologique. Le monde doit aller vite, sur stimulation. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux jouent là-dessus, quoi. On voit à toute vitesse des trucs pour que sur TikTok et tout ça. De tous les troubles anxieux, ce qu'on a fait dans les cours de cette année, dans ce DU, augmentation jusqu'à 112% pour la dépression, l'anxiété, les peurs, tous ces troubles-là, je pense que c'est en relation aussi avec ça. Ou vice-versa. Hein. Oui. Ça peut expliquer. Mais alors, oui, souvenez-vous, parce que les psychiatres ont facilement un discours alarmiste. Combien y avait-il de suicides chez les adolescents garçons en 1992 tous les ans en France? 800. Combien il y en a cette année? 10. 300. 300. On est passé de 800 à 300. Donc quand on dit que ça va plus mal, c'est faux. C'est plus compliqué que ça. Ça fait qu'il y a des bonnes prises en charge. C'est une explication possible, absolument. C'est une explication possible. Et que contrairement à ce qu'on pense, la société est moins maltraitante. Ça va, on prend bien en charge alors le TDAH. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a MeToo, il y a les violences sexuelles, le harcèlement au travail, etc. On parle beaucoup de tout ça, on en prend conscience. Avant, personne n'en avait conscience, donc il y en avait plus. Et en plus, les victimes ne se reconnaissaient pas victimes, donc se suicidaient. Donc il ne faut pas dire que ça va plus mal partout. C'est pas vrai. Il y a plein d'indicateurs qui vont mieux. Les adolescents, en l'espace de 20 ans, ont diminué leur consommation d'alcool, de tabac, de binge drinking et un peu de cannabis. Donc vous voyez, hein, c'est... Alors, néanmoins, ça va vite. Et forcément, l'hyperactivité résonne là-dedans. Vous voyez, hein, il y a une perméabilité entre cette vitesse et le phénotype speed. Et parfois, d'ailleurs parfois, alors chez l'adulte, hein, c'est pas si simple que ça. Vous voyez Nicolas Sarkozy par exemple. Est-ce qu'il est hyperactif ou est-ce qu'il est complètement... Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il consomme un peu? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, mais les consommations, il paraît que non, justement, parce que comme... alors, c'est vrai que moi, je l'ai vu une ou deux fois du temps qu'il était ministre de l'Intérieur, puisqu'il avait proposé, vous vous souvenez, pas de zéro de conduite, c'est-à-dire de dépister les troubles des conduites chez les enfants à l'école maternelle pour pouvoir les suivre toute leur vie et pour éviter, dès qu'ils fassent une connerie, de les envoyer en prison.
Donc du coup, la communauté pédopsychiatrique à l'époque avait réagi de façon assez vive. Donc il avait organisé des réunions, et c'est vrai qu'il ne tenait pas assis en place, etc., etc., etc. Voilà, mais c'est un sujet. Hein. Il y a peut-être tout associé. Et voilà, il y a peut-être tout associé. Voilà. En tout cas, il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, il y a des humains conceptuels. C'est-à-dire la société étant tellement en changement hyper rapide, qu'il y a des phénotypes qui deviennent structurants avec le vegan, le queer, l'autiste et l'hyperactif. Du rug. Donc, vous voyez, enfin, pourquoi, hein, et que du coup, ben, ça fait le buzz, quoi. Ça fait le buzz parce que ça permet aux gens de se dire, ben voilà, notre société aujourd'hui, elle se construit autour de ça. Et, c'est la vie, hein. C'est la vie.